Bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver pour ce deuxième numéro de la 21e, l'émission programme Feel Good pour s'imprégner de nouvelles tendances technologiques, culturelles, gastronomiques et plein d'autres choses encore. Si cette émission s'appelle la 21e minute, on vous avait expliqué le principe lors de la première, mais si vous nous rejoignez, c'est parce qu'à la 21e minute, nous allons vous offrir plein de cadeaux. Allez, on va lancer le chrono. Et quand je dis on ou nous, c'est parce que je ne suis pas seul. Je suis accompagné de plusieurs chroniqueurs et chroniqueuses, Caroline, Sylvain et Jackie, et une cinquième personne. Il est caché derrière sa régie, c'est Mathieu. Hello. Salut. Et aujourd'hui, nous allons parler avec vous de l'humoriste Jérémy Charbonnel, que Mathieu a pu rencontrer à l'entrepôt à Mulhouse, d'une tiny house que j'ai eu la chance de visiter du côté de la vallée de Münster. Avec toi, Jackie, on fera un essai automobile. Tu as voulu nous garder la surprise, alors on la garde encore un petit peu. Et Sylvain, tu vas nous proposer un sujet décoiffant, celui sur les coiffes alsaciennes. Et pour commencer, comme promis, Mathieu est donc allé à l'entrepôt, salle de spectacle à Mulhouse, pour rencontrer Jérémy Charbonnel, un humoriste dont le nouveau spectacle s'appelle tout simplement Nouveau Stand-up. Alors quels sont les thèmes qu'il aborde ? Ça va être ma séparation, ma rupture, tout ce qui s'est passé de mon enfance à ma lâcheté, au salon du mariage, et à ce qui s'est passé après ma séparation. Voilà. C'est difficile de... Oui, on pourrait dire Tinder, les capotes, mes parents. Je fais un beau patchwork de toute ma vie. Quelles sont les choses les plus folles qui te sont arrivées en tournée ? En bien ou en moins bien ? Les choses les plus folles... alors attends... en bien ou en moins bien ? Putain, c'est pas facile là de trouver des souvenirs. Qu'est-ce qui est le truc le plus fou ? Si, une fois il m'est arrivé un truc de fou, c'est qu'il y a une immense coupure de courant. On a joué, je pense, pendant 5 minutes. En fait, donc coupure de courant, tu te dis qu'est-ce qui se passe ? 5 minutes avec les lampes des iPhones pour éclairer, le temps qu'ils cherchent tout ça, et d'un coup c'est revenu. En fait, les trucs souvent qui peuvent paraître les plus dingues, les plus fous, genre une coupure de courant, j'ai eu des problèmes de micro plein de fois. En fait, c'est souvent les trucs où il se passe vraiment un truc dans la salle, il y a une communion, tout le monde est avec moi, joue le jeu. Et c'est souvent des très bons souvenirs. Ça pourrait être galère, tu dirais c'était galère, il n'y avait pas de lumière, il n'y avait pas de son. Au contraire, c'est des très bons moments. Moi je suis tellement gentil, pour que vous compreniez. Moi je peux acheter une paire de chaussures par exemple que je déteste juste pour pas vexer la vendeuse. Et alors attention, si la vendeuse est un peu sympa, je peux repartir et j'ai de quoi imperméabiliser toutes les Air Max de la ligne 13, tu vois. Je suis trop gentil, qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Je suis trop gentil. C'est de la folie. Par exemple, est-ce que vous aussi vous avez ces téléprospecteurs, tu sais, genre les gens du CPF qui vous appellent peut-être 2-3 fois par semaine ? Ok, on est d'accord, c'est insupportable. Imaginez-moi. Impossible de raccrocher, d'accord ? Je reste des heures avec eux, c'est devenu des potes, on se fait des bouffes, hein, vraiment. Je suis là, mais ouais, Pascal, mais ouais, t'as raison. Ouais. Non, mais je vais la prendre, ta formation d'hypnose. Ouais. Non, mais tu m'as cerné, je crois que j'en ai besoin. Ouais, je récupère ton fils, 17h au judo. Allez, bisous, Pascal. Non, je suis trop gentil. Moi, j'ai quand même acheté tous les calendriers de tous les pompiers de Paris. Hein. Je suis témoin de Jéhovah, je ne sais pas comment je vais me sortir de cette merde. Hein. Tes salles préférées en France, c'est quoi ? Alors, si je te dis Mulhouse, tu vas me dire ah là, franchement, Mulhouse en fait partie parce que au-delà du théâtre, c'est tout le lieu, tu vois, avec le resto derrière, ce côté à la fois hyper convivial, hyper familial et pas trop petit, tu vois. Ça c'est vraiment un lieu que j'adore. Il y a mon théâtre de cœur, c'est le Point Virgule à Paris parce que j'y joue depuis quasiment plus de 5 ans. C'est vraiment un de mes endroits préférés aussi pour jouer. En voyant ton spectacle, on a l'impression qu'au début, il y a justement une grande part d'impro. C'est pourquoi ? C'est pour t'échauffer ? C'est pour voir, pour jauger un petit peu le public ? Alors, c'est vrai que on fait du stand-up, donc les gens peut-être connaissent pas encore bien ce truc-là, alors que ça existe depuis toujours. C'est juste on casse ce 4e mur. On est vraiment dans un échange, dans un partage, tu vois. Et très honnêtement, je ne savais pas que j'allais démarrer comme ça. Hein. Enfin, tu vois, encore une fois, je monte sur scène dans l'état dans lequel je suis. L'accident, parce que j'ai parlé d'un accident ce soir qui m'est arrivé juste avant, je le raconte parce que c'était là sur le moment et parce que le matin même on a fait cet escape game. Donc c'est juste de créer quelque chose de très sincère, de très vrai avec ce qui s'est passé dans ma journée et ça me permet de partir comme ça. Mais demain, si tu reviens, ça sera sûrement totalement différent. Jérémy Charbonnel a retrouvé en tournée dans toute la France. Mathieu, est-ce que lors de cette soirée passée à l'entrepôt à Mulhouse, tu t'es régalé ?
Ouais, c'était franchement sympa. C'était la deuxième fois que j'allais le voir là-bas en plus. Et voilà, c'est beaucoup d'impro, ça interagit à fond avec le public, c'est vraiment chouette. Je recommande. Alors moi j'ai une petite question parce qu'il dit qu'il est trop gentil pendant le spectacle. Est-ce que c'est pour ça qu'il a accepté de faire l'interview et de répondre à nos questions finalement ? Ouais, franchement il est super abordable. Je l'ai contacté le matin même sur Insta pour lui poser la question, de savoir s'il était partant pour une petite interview. Et on l'a fait en impro total à l'arrache après le spectacle. Alors il va faire un petit tour dans la salle, saluer un petit peu son public. Et puis ensuite il m'a accordé ce petit temps sympa d'interview. Excellent. Jackie, tu avais aussi une question. Ouais, justement sur la salle... Tu peux nous en parler un petit peu plus ? Moi, je connais pas, par exemple. Alors, c'est un café-théâtre historique. Alors, je sais pas depuis combien de temps il existe, mais depuis un certain temps à Mulhouse. Tu as une partie salle de spectacle à proprement dite. Et avant, tu as donc un resto. C'est ce qu'il explique dans le reportage qu'on vient de voir. Et en général, moi, ce que je fais, je commande mon repas. Je vais manger là-bas, tranquille. Je peux aller poser ma veste dans la salle, réserver mes places. Et ensuite, tu vas voir le spectacle et voilà. Et ensuite, tu peux encore boire un coup et rencontrer éventuellement les artistes. Il y a de nombreux artistes qui sont déjà passés là-bas. C'est vraiment une salle incontournable. Salle à découvrir, quoi. C'est ça. Ouais, et dont le site internet s'intitule l'entrepôt.org. Et Jérémy Charbonnel, ses dates de tournée sont retrouvées sur jérémycharbonnel.com, Charbonnel avec 2 N. Et on passe à notre deuxième rubrique Automoto avec toi, Jackie. On le disait dans le sommaire, tu as testé un véhicule que tu as tenu à garder secret. Alors, on va lever le voile sur ce secret. En voiture, Simone, ou en voiture, Jackie ? Aurélien, tu entends ce vrombissement ? Ces vibrations ? Je me croirais dans Fast and Furious. Attention au départ. C'est parti. Non, je déconne. C'est un véhicule 100% électrique. Pour autant, ça a des watts. Alors je vous présente la nouvelle génération de la Kia Niro EV 100% électrique. Un nouveau design, une nouvelle batterie, 64,8 kWh. Et là, en finition premium. Allez, je vous présente tout ça. Alors les places arrière, on a peut-être les genoux un peu hauts, mais franchement, on a de la place. L'assise est plutôt correcte. Ici, on a un petit accoudoir où on peut mettre des verres. Et il est même doux, donc pour une 3e personne, c'est plutôt pas mal. Bien évidemment, on a aussi un petit branchement USB au niveau des sièges avant pour les personnes à l'arrière. La Kia Niro de notre essai est équipée du pack confort avec le siège conducteur à réglage électrique, le siège conducteur à réglage lombaire électrique, le chargeur smartphone à induction et le haillon électrique à ouverture main libre. Une option de qualité, les haut-parleurs Harman Kardon. Okay, ce coffre est complètement modulable sur 2 niveaux. Ici, on a une ouverture et on peut le descendre et gagner un peu de volume. La planche arrière, elle, est complètement souple, ce qui permet de la laisser tomber et de pouvoir poser tout. Et là, vous avez un grand espace et on voit aussi que les sièges sont rabattables en 2 tiers, 1 tiers. Ce coffre avant est très pratique pour ranger ses câbles de rechargement. Dans le pack premium, les feux avant sont full LED. La trappe de rechargement se situe à l'avant. 2 possibilités. Charger avec la prise domestique ou la prise de recharge rapide. Alors, qu'as-tu pensé de la conduite de cette voiture ? Écoute, j'ai beaucoup aimé. Elle est plutôt très confortable, que ce soit au niveau des sièges, mais aussi des suspensions et tout ça. En fait, ils ont aussi amélioré le passage de la puissance au sol, et ça, c'est plutôt pas mal.
Alors c'est un véhicule, on ne l'a pas encore précisé, qui a été prêté par Kia Mulhouse. Alors est-ce qu'ils ne t'ont pas demandé justement d'embellir le tableau, de faire un descriptif très positif, de faire de la bonne pub pour cette voiture? Est-ce que tu as réussi à être neutre? On l'espère. Hein. Oh, bah, oui, moi aussi. Non, mais de toute façon, ils nous ont vraiment laissé carte blanche. Donc c'est le groupe Car Avenue qui a la concession Kia à Mulhouse et qui nous a donc prêté le véhicule toute la journée. Ils n'ont demandé aucun droit de regard ou quoi que ce soit sur le reportage. Alors par exemple, si je te demande un défaut de cette voiture, enfin pas forcément un défaut, mais quelque chose que toi tu as moins apprécié, qu'est-ce que tu aurais à me dire? Je dirais un peu certains plastiques qui sont à l'intérieur. Ça c'est quelque chose c'est de l'aspect esthétique, hein, comme le design global de la voiture qui ne plaît pas à tout le monde. Voilà, après, moi j'aime bien la face avant qui est assez brutale, un peu frontale comme ça, moi j'aime bien, mais on n'est pas obligé d'aimer, bien évidemment. Ouais, mais en tout cas, on le sent, c'est un véhicule que globalement tu as apprécié. Je ne suis pas du tout spécialiste en matière d'automobile, mais j'ai pu lire, pour un peu préparer cette émission, que cette voiture, la Kia Niro EV, 100% électrique, était une bonne alternative à la Tesla. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Oui. D'accord avec toi, il vaut mieux. Aussi. Tout à fait. Alors déjà, ils ont amélioré l'autonomie avec cette nouvelle batterie. D'ailleurs, dans l'essai, moi j'ai été plutôt surpris de la consommation. Et c'est surtout très rassurant, parce qu'avant on se disait quand même sur ces véhicules-là, on faisait des petits trajets. Voilà. Là, on améliore quand même, à savoir qu'eux, ils le donnent à 460 km. On peut faire, pour moi, à mon avis, sûrement 400 sans problème. Et selon le style de conduite, là, j'avoue, on s'est un petit peu amusé. Forcément, on tape un peu plus dans les batteries. Ok, merci beaucoup Jackie, merci à Kia Mulhouse, la Kia Niro qui serait peut-être l'engin idéal pour aller se promener du côté de la vallée de Münster. Et si on vous parle de la vallée de Münster, c'est parce que j'ai eu la chance d'aller y visiter une tiny house. Est-ce que vous savez tous ce qu'est une tiny house ? Est-ce que ce serait pas les petites maisons comme ça sur roues qui se déplacent, c'est ça? Exactement. Alors si vous n'êtes pas trop au fait de ce qu'est une tiny house, même si tu y as déjà répondu Sylvain, c'est une maison minuscule ou maison naine, voilà si on traduit de l'anglais, qui fait entre 10 et 30 mètres carrés. Et dans la vallée de Münster, parce que le lieu doit rester un petit peu mystérieux pour éviter l'afflux de touristes, y vit Sylvie Perren dans une tiny house. Je vous propose de visiter son habitation. Depuis 2 ans, c'est dans ce cadre idyllique, malgré la pluie, que l'ostéopathe Sylvie Perren vit son rêve. Après avoir habité dans une grande maison de 200 mètres carrés, une séparation l'a contrainte à changer de lieu de résidence. Après avoir testé la vie en camion et en forêt, c'est dans sa tiny house qu'elle s'épanouit désormais pleinement. Bonjour. Oui, bienvenue. Merci. Je suis pas une vraie écolo, j'ai pas de militantisme quelconque. Moi, j'avais juste envie de vivre dans quelque chose de beau et de petit, c'est-à-dire qui me convienne à moi en termes de taille. J'adore l'idée qu'il y ait des roues sous ma maison, même si j'ai aucune intention de bouger. On le voit, l'énorme terrasse que j'ai mis devant, etc., qui sont absolument indéplaçables. Donc c'est un mode de vie aussi dans le sens où on peut pas vivre là-dedans comme on vivrait dans une petite maison. Il y a beaucoup de contraintes qui sont autres. Comme par exemple la bouteille de gaz qui m'alimente, donc qui va être finie régulièrement, qu'il faut trimballer à pied par le chemin depuis en bas, etc. C'est vrai qu'il faut être un petit peu en forme pour ce genre de contraintes, surtout quand il y a 50 cm de neige dehors, et puis le tout avec une cheville cassée, ça m'est arrivé. Moi, c'est ce que j'aime, c'est ce côté hybride, c'est-à-dire qu'il y a le confort d'une maison, je suis reliée au réseau d'eau, j'ai des toilettes normales, j'ai une douche normale, sauf qu'il y a de la feuille de pierre autour, j'ai l'impression de me doucher dans une grotte, mais bon voilà, ça c'est les petits trucs en plus. Donc il y a un côté hybride entre le confort d'une maison et le côté rêve de cabane de gosse, quoi. Et que les deux soient une réalité en même temps, moi ça me plaît bien. Je suis quelqu'un d'assez contradictoire dans le sens où j'aime bien avoir tout et son contraire. Dormir à la belle étoile et dans mon lit, être en montagne et près du boulot, etc. Donc plein de choses a priori inconciliables, mais finalement si, mais il faut inventer quoi. Faut inventer. Et ça c'est une solution inventée que je trouve géniale. Parmi ces inventions, ce toit ouvrant pour dormir à la belle étoile. On est dans ma chambre à coucher, et le truc le plus cool du monde, c'est que ça s'ouvre. Oui, plein un petit peu. Donc là, typiquement, je l'aurais pas fait d'habitude. Voilà. Et ça, c'est là que je dors, avec les étoiles au-dessus, quand il y en a. Il y a un peu de pluie aujourd'hui. Pour vivre dans ces 12 mètres carrés, chauffés et illuminés uniquement à l'aide de ces panneaux solaires, Sylvie optimise le moindre espace, à l'image de ce bureau caché dans une marche d'escalier.
c'est un bureau. Et alors, le truc cool, c'est que bon, cette position, elle est ce qu'elle est, mais quand j'en ai marre, j'en ai un là. Ce n'est pas un tabou pour vivre dans ce petit coin de paradis à flanc de montagne. Sylvie a déboursé 70 000 €, mais ça c'était avant. Depuis, les tarifs s'affichent à la hausse. C'est une tiny modèle unique, il n'y en aura pas deux comme ça, avec tout un tas de prouesses techniques comme les murs par exemple qui sont un peu tordus, des choses comme ça, le toit ouvrant, etc. Donc c'est pas une tiny de base, clairement. Mais ce sont des tarifs qui sont maintenant assez normaux, on va dire, pour aujourd'hui, parce que finalement il y a beaucoup de défis techniques dans une tiny qu'on ne peut pas répartir sur un grand nombre de mètres carrés. Donc il ne faut surtout pas compter comme si c'était une maison en plus petit là aussi. Et si vous voulez en savoir plus sur cette tiny house et surtout le mode de vie qui va avec, je vous invite à lire ce livre. Il s'appelle Mes nuits sauvages. Il a été écrit justement par Sylvie Perren. Voilà. Est-ce que ce type de mode de vie ou d'habitation vous plairait ? Je vais me tourner vers toi, hein, Caroline, notre spécialiste déco. J'ai une simple question. Est-ce que je peux installer ma tiny house n'importe où ? Ah non, il y a des règles bien contraignantes qui sont bien sûr précisées dans ce livre. Il ne faut pas que ce soit sur des terrains constructibles, il faut que ce soit sur des terres qui vous appartiennent. Enfin, il y a toute une législation bien spécifique, on ne peut pas se balader n'importe où. Et c'est beaucoup moins mobile qu'une caravane ou un mobil-home, par exemple. Et d'ailleurs, pourquoi elle n'a pas fait le choix de la caravane ou du mobil-home ? Alors parce que justement son souhait, Sylvie, c'est d'avoir son petit coin chez elle, mais elle aimerait vivre en couple, ce qui ne serait pas forcément adapté dans sa maison. Et elle le dit, hein, c'est une femme pleine de paradoxes qui a envie à la fois de pouvoir être immobile et de pouvoir bouger. Donc elle sait que là, elle veut rester, en profiter de sa tiny house qui est le projet d'une vie, en tout cas pour l'instant. Mais elle sait que si un jour elle veut bouger, elle pourra le faire, même si ce n'est pas dans ses intentions proches. Elle voulait pas de toilette chimique. Oui, parce que justement, à la différence d'une caravane, elle est branchée au tout à l'égo, elle a l'électricité par des panneaux solaires. Enfin, c'est une version carrément bien améliorée d'un mobil-home, par exemple. C'est vraiment une vraie habitation, une vraie maison, même si elle reste très réduite. Est-ce que tu trouves pas dans une maison, et moi ce que j'adore sur sa tiny house, c'est le toit ouvrant, quoi. Franchement, ça c'est une maison découvrable comme ça. C'est vrai que dormir à la belle étoile, comme elle le dit, je trouve ça super sympa. C'est un luxe. Voilà. Effectivement, ça fait rêver. Et un petit mot au niveau déco, forcément dans des maisons de ce type, on peut pas en mettre beaucoup, mais est-ce que tu trouves plutôt harmonieux la façon dont elle l'a décorée, d'après ce que tu as pu voir ? Tout à fait. Alors, je trouve que c'est complètement adapté à l'environnement, aux arbres, à la nature. On voit que l'intérieur de la tiny house est en bois, que l'escalier est en bois. Donc, elle reprend les matériaux naturels. L'idée de la douche qui fait penser à une grotte, effectivement, ça donne du cachet et du charisme à cet intérieur. Maintenant, effectivement, si elle veut se fondre dans le décor, elle a tout intérêt à l'adapter à son environnement. Ok, merci à tous, et on rappelle le livre de Sylvie Perren, Mes nuits sauvages, en vente, comme on le dit, dans toutes les bonnes librairies et dans toutes les bonnes émissions. Il y a un chroniqueur exceptionnel, tel un Transformer, ce fan d'Optimus Prime et multifonction. Dans notre dernier épisode, il nous avait parlé de DAB+, et là, registre totalement différent. Tu as mis ton chapeau ou ta casquette d'historien humoristique. Tu veux nous parler, Sylvain, puisque c'est de toi qu'il s'agit, de la coiffe alsacienne. Exactement. Passer du high-tech au low-tech, mais c'est vrai que quand on est alsacien, la coiffe alsacienne, ça fait partie des grandes traditions. On a quoi ? Le Münster, on a le vin blanc, on a la bière, la choucroute, les maisons alsaciennes, les maisons à colombage, enfin voilà. Et l'accent alsacien aussi fait partie de ces traditions. Est-ce que vous savez ce que c'est qu'une tradition ? Une tradition, c'est quelque chose que l'on reproduit de génération en génération. Il suffit de ça, en fait. C'est juste quelque chose qu'on reproduit. Forcément, les coiffes alsaciennes, ça fait partie d'une tradition. Et moi, ce que je vais vous proposer, c'est un diaporama. Alors, tenez-vous bien, tu as gardé peut-être le meilleur pour la fin au niveau des chroniques. Parce que le diaporama, quand même, c'est comme... Je l'ai fait comme dans les années 50, 60, à peu près. De façon traditionnelle. De façon traditionnelle. On va respecter les traditions. Alors, tenez-vous bien, je vais vous expliquer toute l'histoire de la coiffe alsacienne. On peut lancer le diaporama. Et comme on dit en Alsace, jetzt geht's los. Jetzt geht's los. Alors quand c'est que ça a commencé cette histoire de coiffe alsacienne ? Ça a peut-être commencé à la préhistoire. Alors c'est pas tout à fait certain, mais j'ai trouvé des documents qui pourraient dater de cette époque. En réalité, ça date du 19e siècle, c'est pas si vieux. Et il n'y avait pas plus de 5-6 villages alsaciens, qui étaient tous dans le 67, dans le pays du Korosberg ou le pays de Hanau, qui peuvent vraiment revendiquer l'origine de cette coiffe alsacienne. Alors d'abord, c'était des tout petits nœuds, sur des coiffes alsaciennes bourgeoises, et puis les nœuds vont grandir pour comme ça se retrouver sur les têtes des paysannes endimanchées. Il y avait d'autres coiffes aussi en
en Alsace, mais elles étaient toutes un peu moches, il faut le reconnaître. C'était des simples bonnets, comme presque partout dans les campagnes alsaciennes ou germaniques. On appelait ça un Schlupfkopf. Alors, il faut savoir qu'il y avait des coiffes en Alsace qui étaient différentes pour les catholiques et les protestants. On va le voir là, c'est les petits bonnets, voyez, religion. Alors chez les protestants, c'était plutôt noir et court, et les catholiques, c'était une coiffe qui était longue et parfois bariolée, de couleurs, même avec des tissus écossais. Chez les Jones, c'était en fait le marqueur, en fait un statut marital de la femme. Quand elle était mariée, elle portait une grande coiffe noire. Alors tout ça, ça se passe dans un petit coin d'Alsace, et comment c'est devenu le symbole du coup de l'Alsace. On va pas revenir sur toute l'histoire de l'Alsace, mais elle est assez riche quand même en changement de nationalité, et c'est notamment en 1870 que la France perd la guerre et cède l'Alsace aux Prussiens. Il y a en Alsace pas mal de francophiles qui vont assez mal vivre cette annexion, dont Jean-Jacques Henner, qui va peindre ici cette triste Alsacienne avec le texte en haut, on arrive à le lire, elle dit « elle attend ». Et puis elle attend quoi? Le retour de la France. Avec aussi la famille Valls, qui a aussi très mal supporté cette période, et notamment le petit Jean-Jacques, plus connu sous le nom de Hansi. Et oui, on connaît tous ces mignons petits dessins d'Alsaciens. Ah! Stop! Stoppez les machines! Ah là là, stoppez les machines! Le pauvre Sylvain. Oui, on reviendra sur Hansi tout à l'heure. On va y revenir. La sonnerie nous indique que c'est la 21e minute, la minute synonyme de cadeau. Puisque pour en gagner, on vous dit tout de suite de quoi il s'agit. Il va vous falloir partager la publication, vous abonner à notre page et taguer un ou une amie avec qui vous aimeriez partager ou à qui vous aimeriez offrir les cadeaux qu'on vous propose. Et le premier, il est là-dessous, c'est le livre de Sylvie Perren, on en a déjà parlé tout à l'heure, Mes Nuits Sauvages. Il y aura aussi des places de spectacle pour gagner n'importe quelle date partout en France pour voir Jérémy Charbonnel. Et puis cerise sur le gâteau, Kia Mulhouse nous propose de tester la Kia Niro EV que tu as toi-même testé, Jackie, avec une surprise bonus en plus. On a quelques infos, on peut vous garantir que ça vaut le coup. Évidemment, dans vos commentaires, n'hésitez pas à dire quel est le cadeau que vous privilégiez. Tout le règlement du jeu est sur le site la21e.com, la21e.com. Et je vais vous demander, en tout cas, te demander, Sylvain, de reprendre le fil normal de mon explication de la très belle alsacienne présentation. Tu nous parlais d'Annecy. On était dans Annecy. Regarde un petit peu cette image. Alors Annecy, on connaît ces belles images de petites alsaciennes et tout ça, c'est mignon. Mais en réalité, c'est une véritable critique de l'Alsace germanique, des Allemands en général. Et donc du coup, peu à peu, cette coiffe alsacienne va aussi devenir le symbole de l'Alsace française. Bon, en réalité, c'est plutôt une caricature. C'est joli, mais c'est pas vraiment représentatif des Alsaciennes. Mais c'est un fait marquant et reconnaissable qui va s'installer dans le temps. Et en réalité, toute la propagande de l'Alsace reconquise, en partie par la France, début 1914, et surtout à la fin de la guerre, en 1918, va tourner autour de cette Alsacienne et de cette coiffe. Voyez un petit peu les images, on les voit, voilà les poilus à côté, comme ça, de cette Alsacienne aux coiffes. Et bien, ce même symbole de la coiffe alsacienne, de cette Alsacienne avec ses grandes oreilles, on va la retrouver aussi pendant la Deuxième Guerre mondiale, avec les libérateurs qui vont comme ça poser à côté de l'Alsacienne. Et on a aussi, bien sûr, toutes les... regardez en fait les images peut-être de 1945, vous allez peut-être retrouver votre grand-mère ou votre arrière-grand-mère à côté là d'un GIs américain. Et donc c'est vrai que ça va aussi être repris par les marques en général aussi qui vont prendre ce symbole forcément, et c'est devenu aujourd'hui un élément identitaire de marketing. Aujourd'hui, personne n'ose vraiment contester que cette coiffe est devenue le symbole traditionnel de l'Alsace. Alors c'est vrai que moi je trouve que l'Alsace est une région de caractère avec des traditions assez fortes et à mon avis bien plus riche que cette simple caricature. Alors peut-être un sujet qui fâche pour finir, parce que c'est vrai que vous vous rappelez à l'époque, il y avait au niveau de la fusion à l'époque de la région Grand Est, il y avait beaucoup de régionalistes qui avaient comme ça manifesté, c'était assez vif, il y avait des débats assez forts, et ils ont pris comme symbole le drapeau Rotenvis, rouge et blanc. Ce sera l'occasion de refaire un sujet, de refaire une vidéo, mais ils ont aussi pris la coiffe alsacienne et cette Alsacienne qui est là. Et c'est vrai que c'est assez drôle, puisque finalement, ce symbole caricatural de l'Alsace française est parfois imposé d'ailleurs par une France, au niveau de la culture, allait peut-être devenir effectivement un jour justement le symbole d'une Alsace libre et indépendante qui souhaite se libérer des décisions parisiennes et garder son identité culturelle.
Merci Sylvain pour ce point très détaillé sur la coiffe alsacienne. Et on va pas rester sur la polémique dont tu parlais avant de se quitter, puisque c'est déjà la fin de cette émission. Mais vous rappelez que vous pouvez gagner de superbes cadeaux. Le livre de Sylvie Perren, Mes Nuits Sauvages, il est dédicacé. En plus, des places de spectacle pour Jérémy Charbonnel. Et puis, un week-end entier de test de la Kia Niro que tu as pu essayer, Jackie, véhicule électrique. Pour les gagner, on vous rappelle, le règlement est sur le site internet la21e.com, la21e.com. Et puis on vous invite à nous faire part de tous vos commentaires, les sujets que vous avez aimés, ceux que vous avez moins aimés éventuellement, et ceux que vous aimeriez voir traités dans les prochains numéros. Et le prochain numéro, il sortira d'ailleurs le 21 mai à 21h. C'était la 21e numéro 2. À très bientôt pour le numéro 3. Ciao, ciao. Salut. Hey